Mathus de l'association AJUCA, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Julien Dalle et Neil Nago. Merci, merci. On a un public aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alors, Julien Dalle est le réalisateur de la série Wish. Et Neil Nago vient apporter une touche particulière à cette série qui est la bande dessinée. Donc on va un peu discuter de cet univers que tu nous as créé, Julien, pour le monde afro-créole, ultramarin. Et donc on va commencer par toi. Julien, tu es un réalisateur, né en Guadeloupe, je crois. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton contexte en tant qu'enfant et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à faire de la réalisation? Moi, j'ai grandi en Guadeloupe, dans un quartier qu'on appelle Anquetil, et je gravitais autour des abîmes et de Pointe-à-Pitre, en gros, donc Anquetil, Le Rézé, Lorissisque et Pointe-à-Pitre, le centre-ville. Et du coup, moi, depuis tout petit, mon père m'a initié donc, au fait de regarder des films, parce qu'on était connus dans le quartier comme ceux qui avaient... Il y avait très peu de magnétoscopes VHS à l'époque, donc on en avait un. Donc en fait, tous les jeunes du quartier venaient regarder des films. C'était le cinéma chez vous. C'était exactement ça, un cinéma. Et puis il y avait toutes les cassettes VHS, donc on regardait plein de films américains, français, etc. Et en fait, la particularité, c'est que mon père faisait aussi des films. C'est-à-dire qu'il nous faisait jouer dans des courts-métrages amateurs. Mais non. Et voilà, et du coup, c'était des films sur bande. Et du coup, littéralement, il copiait et il collait ces films en faisant ses propres montages qu'on revisionnait après avec ce qu'on appelait un projecteur de l'époque. Donc voilà, donc j'ai très vite compris deux choses. La première, c'est qu'on pouvait regarder des films avec une grande attention, en essayant de comprendre comment ils étaient structurés, et aussi on pouvait en faire. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a tout naturellement, quand j'ai eu mon propre caméscope assez jeune, qui a fait que j'ai passé mon enfance dans le quartier à filmer mes amis, à faire des sketchs, etc. Donc j'ai toujours eu cette passion. Et en parallèle, du coup, j'ai fait des études différentes. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, une école de commerce, et j'ai bossé à Sony, qui forcément était l'entreprise qui faisait les caméscopes, les Walkman, etc. Puis c'était aussi déjà une entreprise de distribution de films, Oui, aussi, il y avait Sony Pictures aussi, voilà. Donc du coup... tout naturellement, en bossant à Sony et en ayant fait des films toute ma vie, j'ai fait, quand j'étais sur Paris, donc avec toute ma bande d'amis guadeloupéens qui étaient sur Paris, on faisait nos études, on commençait à travailler, et du coup on a fait notre premier film, notre premier long métrage amateur qui s'appelle Les Conques, mais qui, bien qu'étant amateur, était fait quand même avec du matériel professionnel, avec aussi tout ce savoir-faire qu'on avait accumulé pendant des années à faire nos propres sketchs. Et puis du coup, on a fait ce premier long métrage qui a lancé l'aventure de la vraie production audiovisuelle, qui a donné après lieu à un deuxième long métrage, un troisième long métrage, et aujourd'hui, cette série qui s'appelle Wish, qui est une série télévisée. Ah, c'est incroyable. Alors attends, tu aurais pu devenir acteur aussi, puisque finalement ton père... Vous utilisez comme acteur. J'étais acteur dans mon premier film, mais justement dans mon premier film Les Conques, où j'étais donc le réalisateur et aussi je faisais partie des personnages, j'ai tout de suite compris que j'avais du mal à être les deux et que c'était pas spécialement une passion d'être devant la caméra. Donc du coup, j'ai très rapidement dit que même pour faire des caméos dans mes films, que je préférais rester exclusivement réalisateur. Et voilà, et aujourd'hui, dans Wish, je suis producteur, co-réalisateur et co-scénariste de la série. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, effectivement, tu as plusieurs casquettes. Notre association, c'est beaucoup d'adhérents professionnels de l'industrie du cinéma, des jeunes, aussi qui sont étudiants. Alors, comment tu as approché du coup? Alors, tu as fait donc des films, des longs métrages, tu es arrivé à cette série, c'est ta première série, c'est ça? Comment on aborde une série d'un point de vue écriture, d'un point de vue même réalisation? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as accumulée, comment tu pourrais nous parler de ça? Alors, le scénario d'une série est un peu différent d'un scénario d'un long métrage. Donc, du coup, il a fallu complètement adapter l'écriture par rapport à tous les longs métrages que j'avais déjà faits. Et je me suis entouré de deux autres réalisateurs pour Wish, que sont Marc Boy et Dimitri Zandronis. Dimitri Zandronis qui apportait une touche un petit peu documentaire, parce que Wish est une série qui parle quand même aussi de la réalité de la musique antillaise, même si c'est une fiction. Bien sûr.
Et Mark Boy, évidemment, qui a une expérience très grande de la série. Et donc, c'est lui qui a apporté cette expérience de la série, parce que moi, c'était ma première série. Et Mark Boy, il a été assistant réalisateur, réalisateur sur La Belle et Flamboyant. Il a produit de multiples séries à Paris, en Chine, etc. Et du coup, cette collaboration avec deux autres réalisateurs nous a permis d'adjoindre un petit peu nos forces et puis de faire un produit qui était vraiment, vraiment façonné, structuré pour être une série. Donc c'est un peu comme ça qu'on a réussi à faire une série et que l'expérience par exemple de Marc nous a aidé à façonner, puisqu'il se trouve qu'on était tous les trois co-réalisateurs, mais aussi tous les trois co-scénaristes. Donc ça a vraiment aidé à ce qu'on arrive à façonner ce produit pour qu'il soit complètement dans les standards des séries internationales que vous voyez à la télé. C'est incroyable parce que c'est déjà compliqué, je pense, de travailler avec deux personnes, enfin à deux, mais à trois. Ben oui, c'est un projet vraiment historique parce que c'est le plus grand rassemblement d'artistes entiers de l'histoire. Oui, bien sûr, ça faut le dire. Ça faut Bravo le dire. pour ça. Et puis c'est une série, on a 100% de techniciens entiers. C'est pas vrai. Oui, 100%. 100%. Et du coup, on est près de 95. Donc il y a 122 artistes dans la série. Okay. Et puis c'est aussi une série historique parce que c'est la première série de l'histoire qui est produite par Canal+ Antilles. Il faut savoir que Canal+, même Outre-mer, n'avait jamais fait confiance à une société de production basée en Outre-mer pour être le seul producteur d'une série qu'on tournait aux Antilles. Donc Wish a été la première. Et du coup, c'est un enjeu effectivement pour nous, mais c'est un enjeu pour tous. Parce que si on réussit avec Wish à leur montrer que les résultats sont très bons, ce qui est déjà le cas sur Canal+, parce que je vous annonce qu'on a dépassé le 1 million de téléspectateurs quand même pour la série. Bravo. Voilà. Et là aujourd'hui avec la sortie France Télévisions, on a un véritable enjeu parce que la série est maintenant gratuite, elle n'est plus que pour les abonnés de Canal+. Et cette gratuité fait que l'ensemble des afro-descendants de France hexagonale peuvent voir la série gratuitement. Donc si on arrive à réussir complètement notre coup, on pourra avoir d'autres saisons, mais on pourra aussi dire qu'on a ouvert la voie pour d'autres producteurs d'outre-mer pour que Canal+ ou d'autres télévisions leur fassent confiance. Donc il y a un véritable enjeu pour faire passer un cap à notre cinéma entier. C'est incroyable d'entendre ça. J'avais eu un aperçu déjà parce qu'on s'est rencontrés effectivement il y a 2 jours dans le cadre du lancement. Oui, de l'avant-première. De l'avant-première. De France Télévisions. Absolument. Mais d'ailleurs, quel est ton avis aujourd'hui sur l'industrie du cinéma antillais, puisque tu sembles bien sûr avoir travaillé assez longtemps pour avoir acquis une expertise aussi. Oui, alors. Tu as fait des études commerciales, donc j'imagine que. Oui. Alors moi j'ai la particularité d'être un vrai passionné du cinéma antillais. Je suis d'ailleurs le président de l'association du long métrage antillais-guyanais. D'accord, je ne savais pas que ça existait. Voilà, depuis 10 ans. Et en fait, je suis passionné depuis tout petit de tous les films antillais. Que ce soit la génération de nos glorieux pionniers, Christian Lara, Eusanne Palsy, Constant Gros-Dubois, Guy Deslauriers, etc. Et puis de cette nouvelle génération qui est apparue, je dirais, avec Jean-Claude Barny il y a une vingtaine d'années, et puis Mariette Montpierre, moi-même quand j'ai fait mes longs métrages. Et puis aujourd'hui, on a plein de réalisateurs de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique, comme Maraki en Martinique, Marc Barat en Guyane, Olivier Sagne, enfin je ne peux pas tous les citer. Et puis il y a aujourd'hui Nelson Foy qui a fait Zayan. On a reçu il y a Jean-Marc Barny qui a sorti Fanon récemment aussi. Absolument, qu'on a reçu également. Voilà. On les salue tous les deux. Voilà, et puis à La Réunion, ils sont aussi très dynamiques. Donc il y a toute une véritable génération qui a émergé déjà et puis qui continue à faire projet après projet. Donc moi, ma vision du cinéma antillais, c'est que depuis 50 ans, puisque le cinéma antillais a à peu près une cinquantaine d'années, il y a eu beaucoup de succès. Mais en fait, il y a eu des succès un peu étoiles filantes qui ont été oubliés ou pas. Mais c'est très important de se référer à cette historique. Il y avait par exemple Coco Lafleur et Mamito de Christian Lara, qui a été un succès exceptionnel au cinéma. Il y a eu les films de Jean-Claude, notamment Neg Marron, qui avait été un véritable raz-de-marée, notamment aux Antilles. Un petit peu comme Zayan aujourd'hui, et Fanon aussi. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on s'inscrit dans une histoire et que chaque succès qui se passe
est un succès cinématographique. Et nous, je pense, ce qu'on souhaite faire, c'est déjà dans l'association, j'ai créé beaucoup de ciné-clubs où j'ai montré beaucoup de mes films, évidemment, mais j'ai montré aussi beaucoup des films d'autres réalisateurs. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, on a la capacité de passer un cap. Et ce cap, c'est quoi? C'est d'arriver à structurer le cinéma antillais, mais en profondeur. C'est-à-dire que depuis 50 ans, l'analyse, moi, que j'ai faite dans les études que j'ai données aux collectivités ou autres, c'est qu'on avait parfois des films qui avaient des succès en salle et qui ont eu des succès incroyables, mais que ce n'était pas suivi au lendemain par un enchaînement de films pour créer une véritable industrie. Tu veux qu'il n'y avait pas assez de réalisateurs? Alors, il y avait assez de réalisateurs, mais il n'y avait pas assez de producteurs locaux. Et donc, par exemple, La Rue Cazeneuve de Uzan Palsi, c'est un producteur qui était en France hexagonale. Et quand Uzan a réussi à faire, il y a 40 ans, 1,4 million d'entrées en France, ce qui est un succès assez incroyable, eh ben, elle a été voir ce producteur, c'est elle qui le raconte elle-même, pour refaire un film. Et on lui a dit non, désolé, on va faire d'autres films, on ne va pas continuer sur un film avec vous. Donc elle a dû aller aux États-Unis pour faire Une saison blanche et sèche, et puis Siméon dans un budget plus, on va dire, local avec les collectivités. Mais elle n'a pas pu enchaîner, c'est vrai qu'elle n'a pas pu enchaîner les longs métrages par la suite. Et nous, en fait, on veut apporter une pierre générationnelle qui est celle de se dire que on est capable de faire des films qui ont des succès, comme aujourd'hui les 2 longs métrages Fanon et Zayan ont de très beaux succès, ou même la série Wish en termes télévisés. Il y a eu 2 autres séries, Manzel New York et Les Étoiles Caraïbes, qui sont sorties aussi. Donc on est capable de faire des beaux produits et de qualité nationale et internationale. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut qu'on apporte une pierre supplémentaire pour nous structurer en tant que producteurs d'outre-mer, et en particulier pour nous, de producteurs antillais, en Guadeloupe encore en particulier pour ma société. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on réussit à produire des projets à budget conséquent, de qualité nationale et internationale, mais on peut aussi arriver à enchaîner ces productions. Et c'est vraiment là l'enjeu, je pense, qu'on a, c'est de passer du fait d'avoir eu les pionniers qui ont développé un cinéma entier et qui ont eu quelques beaux succès, ça et là, mais nous maintenant, c'est d'essayer d'arriver à avoir une régularité, une constance de la production. Et la dernière chose qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie aussi d'assurer la distribution internationale, ou en tout cas de la coordonner de nos films, la distribution internationale de nos films. Et l'idée par rapport à ça, c'est d'arriver à faire le doublage en anglais et en espagnol pour pouvoir après coordonner la distribution internationale. Et si on arrive à faire cette boucle entre création, production, distribution, là on pourra dire qu'on a un cercle vertueux qui fait qu'on peut, œuvre après œuvre, développer notre cinéma et le rendre pérenne et en augmenter la capacité de production. Donc on est dans ce vrai travail de structuration de la filière économique du cinéma, de faire que les jeunes qui sont formés aux Antilles puissent trouver du travail régulièrement dans notre production. Et pour ça, il faut qu'on augmente notre capacité à faire des films. Cette année est une très belle année, parce qu'il y a eu 3 séries et puis il y a eu 2 longs métrages qui ont un très beau succès. Mais qu'en est-il des années à venir? Est-ce qu'on va retomber dans un creux pendant quelques années? Est-ce que chaque année, on aura 2 ou 3 longs métrages qui nous viendront des Antilles? C'est un petit peu sur ça qu'on travaille pour qu'on arrive vraiment à augmenter notre capacité de production et donc à faire qu'on ait un véritable cinéma antillais qui soit économiquement viable et qui ait une capacité grande de sortie de films. Et ainsi, le public confédère, il ne restera pas comme c'était le cas avant, à attendre quelques années sans avoir de film, mais pour avoir régulièrement des œuvres du cinéma antillais qui vont arriver sur les écrans ou sur les chaînes télévisées. Mais là, il faut former des producteurs alors. Et absolument. Il y a quoi en Guadeloupe, aux Antilles? Des producteurs, des distributeurs. Alors en Guadeloupe, aux Antilles, il y a beaucoup de producteurs. Maintenant, on n'a pas la capacité d'avoir un volume de production suffisant. C'est là, vraiment le volume à chaque fois. C'est le volume à chaque fois. C'est-à-dire que si on arrive à produire un long métrage ou une série tous les 5 à 10 ans, par exemple Jean-Claude, il a fait 3 longs métrages, un en 2006, un en 2016 et un en 2024. Donc il y a quand même à peu près une dizaine d'années entre les productions. L'idée, c'est vraiment, et puis il y a d'autres gens qui sortent des longs métrages, moi-même, Mariette en a sorti, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir des sociétés de production qui puissent avoir la capacité de sortir soit des longs métrages, soit des séries, j'ai envie de dire dans un premier temps,
tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, et puis après toutes les années, et puis après 2 ou 3 par an. Et si on arrive vraiment à augmenter cette capacité de production, à faire des œuvres de qualité et à les sortir les unes après les autres, là on pourra parler d'industrie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous, producteurs d'outre-mer, on arrive à Cannes, et puis on vient démarcher chacun notre petit film ou notre grand film, peu importe, ou notre série, eh ben, on se retrouve face à des distributeurs qui nous disent quel est votre catalogue. Et moi je leur dis par exemple, enfin, avant d'avoir fait oui, je leur disais j'ai mes 3 longs métrages. Et ils me disaient oui, mais nous ce qui nous intéresserait c'est qu'il y ait 50 longs métrages par exemple. Et voilà, et du coup on se retrouve en compétition par rapport à ces distributeurs avec d'autres qui ont des productions bien plus conséquentes. Et du coup, ce qui se passe pour les distributeurs, et c'est pour ça que nos œuvres ont plutôt été mal distribuées depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'on se retrouve en fin de catalogue avec nos œuvres parce qu'on n'a pas un volume de production assez important, on n'avait parfois pas une qualité qui était suffisante aussi, et constante dans chacune de nos œuvres. Donc encore une fois, pour moi, au-delà des films, encore une fois, dans le cinéma entier, il y a toujours eu des films qui ont fait l'actualité. Nègre Marron, je répète, les chiffres n'étaient pas encore mis à l'époque, mais je pense que en discutant avec les exploitants de salles de cinéma, Nègre Marron a fait des chiffres assez extraordinaires, 60-70 000 entrées dans les Antilles. Donc ça s'est déjà vu. Coco Lafleur, ça avait fait... il racontait qu'il y avait la queue du cinéma Airport jusque... dans tout le Rézé, enfin c'était incroyable. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui sont venues voir Coco Lafleur, on était en 1979. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs films comme ça qui ont défrayé la chronique, mais l'idée vraiment aujourd'hui c'est de structurer les choses pour qu'il n'y ait plus d'étoiles filantes dans le cinéma entier, mais bien qu'il y ait une régularité de produits offerts à nos téléspectateurs et donc à tous nos publics, le public afro-antillais bien sûr, qu'il soit basé dans les îles ou dans les Outre-mer, ou en France hexagonale, mais aussi le public d'afro-descendants au sens plus large, parce que par exemple moi, mais bien d'autres, Jean-Claude aussi, par exemple quand j'ai sorti mon deuxième film en Afrique en 2008, Retour au pays avec Firmin Richard, Admirati, etc., ben, ce deuxième film, il a été distribué dans l'Afrique francophone, il a un succès exceptionnel. Donc on sait déjà que nos films plaisent aux afro-descendants de manière générale, et puis aux autres, puisqu'on a des films universels, mais on a quand même notre cible principale, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à fidéliser ce public et à ne pas faire qu'il attende encore une fois quelques années, parce que le problème, c'est que quand on attend, eh ben, on démobilise un peu le public, il faut le reconstruire à chaque fois, alors que si on enchaîne avant-première, sortie cinéma, sortie de film, etc., là, le public, il sera vraiment fidèle et il sera régulier parce que ce public, effectivement, il est fidèle et loyal et il a besoin, on a besoin de se voir à l'écran. Bon, c'est vrai, hein, aujourd'hui, on doit toujours amener du contenu pour fidéliser, c'est vraiment important. Tu es dans là, l'univers des séries. Les séries, justement, ça appelle à faire des productions plus rapidement. Et tu expliquais d'ailleurs, je crois que... en tout cas, pour cette série Witch, il y avait peut-être 7 fois moins de budget qu'en France pour n'importe quelle autre série. En tout cas, toi, aux Antilles, tu as eu 7 fois moins de budget. Je crois que tu disais 1 million, 1,5 million au lieu de 8 millions, je crois. Oui, c'est ça. On a 1 million, 1,5 million au lieu de 5 à 7 millions dans les productions françaises. D'accord, c'est ça. Voilà, et je disais qu'on a 7 fois moins de budget, surtout que les productions américaines, pour les mêmes formats de séries. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans ça, c'est déjà, je tiens à rendre hommage aussi aux techniciens, aux producteurs antillais, parce que aux Antilles, on a toujours eu l'habitude de faire beaucoup avec peu. Donc on a quand même cette culture d'avoir moins de budget que les autres. On l'a toujours eu tout simplement parce qu'on est dans une... Là aujourd'hui, la région et les collectivités, dont le département aussi, sont très 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 développent énormément le cinéma. C'est pour ça qu'on a tous ces films qui sortent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le cinéma n'a pas été fléché par les politiques des 50 dernières années systématiquement pour être un vecteur très important pour la population et le développement économique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours eu beaucoup moins de budget que les autres. Mais on a appris aussi à travailler comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a notre carte à jouer parce que
la plupart des producteurs en France hexagonale, ils ont eu l'habitude d'avoir énormément d'argent. Ils ne savent pas faire un budget moindre de beaux produits. Nous, on a eu l'habitude d'avoir peu. C'est ça, Et on aujourd'hui, sait on a faire. un peu plus. Et nous, on sait faire avec 3 brindilles Système D. des produits qui sont plutôt beaux. Donc, l'idée vraiment, c'est que maintenant que nous, justement, on commence à avoir des budgets, et maintenant que les budgets moyens en France hexagonale sont en train de baisser, eh bien, on a cette opportunité, à budget certes toujours moindre, mais de faire des produits qui sont de qualité équivalente. Donc, on a vraiment une carte à jouer, parce que le marché est en train de changer. Les budgets des films sont bien moins importants qu'avant et ne continuent à baisser. Les documentaires, c'est pareil d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive, nous, à sortir notre épingle du jeu, c'est-à-dire à faire des produits plus beaux que les autres à budget égal. Donc on est dans cette pente ascendante et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive dans les années à venir à faire une véritable place au cinéma entier pour que les gens puissent dire « Ah d'accord, là c'est un film, c'est le cinéma caribéen, c'est le cinéma entier. Ce cinéma-là existe et ce cinéma-là est de qualité. » Donc je pense que les 10 prochaines années vont être clés pour qu'on puisse véritablement passer un cap de crédibilité et surtout appuyé par notre public. Et j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais des producteurs de Cannes et tu disais qu'ils auraient préféré avoir un plus gros catalogue de 50 films par exemple. Ouais, les distributeurs. Ouais, les distributeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plateformes, quand tu es distributeur, si tu veux, tu t'adresses à des plateformes, par exemple pour les séries. Ouais. Et les plateformes, en fait, elles ont besoin d'énormément de contenu. Donc, ils parlent en centaines, parfois en milliers d'heures de programmes. Et nous, quand on arrive avec, par exemple, Wish, c'est 4h30 de programme. Donc nous, quand on arrive avec un Wish, eh ben, on s'adresse à des gens qui souhaitent faire des distributions de centaines d'heures de programme. Donc l'idée, c'est d'augmenter le nombre de métrages, c'est d'augmenter le métrage, que ce soit pour les longs métrages ou pour les séries, dans notre catalogue de propositions. Donc c'est ça, c'est que nous, mine de rien, on concurrence avec des sociétés de production. Si on prend par exemple JLA Productions, qui est la première société de production de séries en France, Jean-Luc Azoulay, lui, il fait des séries, énormément de séries chaque année. Donc du coup, lui, quand il va distribuer ses séries, eh ben, il a un nombre d'heures de programme de milliers d'heures. Et donc forcément, ces programmes sont achetés par toutes les plateformes aujourd'hui. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est dans un marché où les plateformes se livrent une concurrence féroce entre Disney+, Netflix, Prime, etc. Et donc il y a une pénurie du contenu. Là, on est en pénurie du contenu. On est en pénurie de contenu depuis quelques années, parce qu'avant il y avait principalement Netflix, oui, c'est vrai, qui a énormément de contenu. Et quand Disney est arrivé, Prime Video, eh bien, ils ont eu besoin d'énormément de contenu. Donc c'est pour ça aujourd'hui que le marché est en pleine expansion, en plein boom mondial, parce qu'en fait, il y a besoin, les plateformes sont demandeuses de beaucoup de contenu. Donc c'est là où nous, c'est une formidable opportunité. Exactement. Mondialement. Et pour l'Afrique aussi d'ailleurs. Pour l'Afrique aussi. Moi, il y a beaucoup d'amis qui sont dans l'audiovisuel en France hexagonale qui me disaient avant on ne trouvait pas assez de travail, maintenant on en a trop. Ah waouh. Parce qu'aujourd'hui la production explose partout. Et du coup, c'est une opportunité pour la jeunesse et tous ceux qui sont en formation d'audiovisuel, parce que là, effectivement, il y a beaucoup plus de projets, donc ils pourront plus travailler. Donc, on essaie de surfer sur cette vague-là, et nous, encore une fois, on a vraiment la volonté d'être nos propres producteurs. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Chacun a sa stratégie dans les Outre-mer, dans les producteurs, réalisateurs entiers. Il y en a qui s'allient avec des coproducteurs de France hexagonale ou même de l'international. Mais nous, on a véritablement cette volonté de faire grossir les producteurs régionalement implantés aux Antilles pour pouvoir faire qu'on soit des concurrents crédibles aux sociétés de production qui viennent tourner aux Antilles. Voilà, pour qu'on dise, bien sûr, vous pouvez venir tourner aux Antilles et c'est une très grande opportunité pour faire travailler nos techniciens. Mais nous aussi, on est présents, nous aussi, on est producteurs locaux et nous aussi, on est tout aussi crédibles parce qu'on a la capacité de tenir les budgets de production. Pour vous donner une idée, si Wish, par exemple, c'est 1,5 million d'euros, ça veut dire que pour le tournage, il fallait sortir plus de 700 000 euros en 5 semaines, en moins de 2 mois de tournage. Donc ça veut dire que pour arriver à sortir ces sommes-là,
il faut que les producteurs aient les reins solides et puissent, dans leur trésorerie ou leur capacité de prêt, de sortir ces sommes-là. Et c'est pour ça qu'avant, on faisait appel à un producteur qui était affilié CNC en France hexagonale, non seulement parce qu'il avait l'accréditation CNC, mais en plus parce qu'il avait la capacité financière, étant un gros producteur, de tenir économiquement ses œuvres. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on souhaite, nous aussi, être agréé CNC, et on souhaite, nous aussi, tenir financièrement ces productions. Alors, c'est pas facile c'est ce que j'allais demander, de sortir 700 000 euros en cours d'agrégation de... Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Wow. C'est-à-dire que pour être dans le fonds de roulement du CNC, il y a des règles. Ouais. Et ces règles-là, par exemple, c'est d'avoir réussi à tenir des productions de tel montant, etc. Il y a plusieurs critères. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on soit nous-mêmes, qu'on ait des producteurs régionaux, donc aux Antilles, qui soient capables de tenir leur production. Parce qu'après, c'est un cercle vertueux. Une fois qu'on a fait une série ou un long métrage, etc., on a ce qu'on appelle le fonds de roulement de CNC. En gros, c'est une aide financière pour le prochain projet. Et on peut enchaîner les projets comme ça. Et là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte pendant 50 ans qu'il n'y avait quasiment jamais eu de producteurs régionaux dans les Outre-mer, de manière générale, ou très peu, ou quasiment pas, qui avaient réussi à être dans ce roulement vertueux de production. Et c'est ça qui permet d'augmenter la capacité de production, parce qu'on peut faire ce que l'on appelle enchaîner les productions, là où effectivement tous les exemples qu'on a donnés de glorieux anciens, de pionniers, par exemple Guy Deslauriers qui a produit lui-même À Liqueur, un film qu'il a fait en 2009 avec un très beau budget. L'idée c'était comment est-ce qu'on arrive, après avoir absorbé un projet aussi difficile financièrement, à enchaîner les longs métrages et à en faire d'autres. Et souvent, effectivement, beaucoup de producteurs se sont retrouvés à faire un long métrage avec un beau budget, mais à ne pas pouvoir enchaîner les productions. Et puis, le film d'après, finalement, le producteur n'était plus régional, mais ils ont dû en fait être en coproduction avec d'autres. Et là, tu parlais du CNC, et après on va parler de Wish parce que vraiment il faut que on en parle. Mais le CNC, est-ce que tu as vu ou tu vois des sortes de limitations par rapport au récit que tu veux apporter? Parce qu'il y a aussi ça, ils choisissent aussi en fonction des récits. Et je sais que par exemple, pour nos pionniers comme Zan Palsy, les récits qu'elle avait n'étaient pas ceux qu'ils souhaitaient mettre en avant. Je pense que les choses évoluent positivement déjà. Mais c'est vrai que tu as un regard très positif, ça fait plaisir en fait. Oui, parce que justement, parce qu'encore une fois, j'ai été passionné moi, par le cinéma entier, donc j'ai beaucoup parlé. J'ai été très proche de Christian Lara qui m'a énormément parlé. Il nous a malheureusement quittés il y a 2 ans, mais pendant une dizaine d'années, j'étais constamment en train de discuter avec Christian, qui a quand même fait 25 longs métrages, donc on a toujours l'impression qu'on est les premiers. On n'est pas les premiers. Christian Lara, pendant 40 ans, il a fait 25 longs métrages, et il me semble que des gens comme Christian Lara gagnent à quand même être écoutés. Puis lui, il en faisait tous les 2 ans, tous les 2 ans, il y a quasiment, ou même un film par an. À l'époque. Et Christian, il a quand même eu cette expérience de 40 années, donc moi, je n'ai cessé, pour être très franc, d'écouter par quoi il est passé, parce que j'ai vite compris qu'on passait tous par les mêmes choses et qu'on passerait tous par les mêmes difficultés. Et donc lui aussi, étant passé par ces difficultés, m'a aussi donné beaucoup de conseils sur comment aborder. Mais lui, il avait cette idée chevillée au corps que le cinéma entier devait être fait par nous et pour nous. Par nous, pour nous et pour l'international, mais par nous avant tout. Parce qu'on était les seuls à pouvoir retranscrire avec fidélité nos sociétés antillaises, et on était les mieux placés pour parler de nous, là où d'autres nous présentaient souvent avec beaucoup de clichés. Donc aujourd'hui, concrètement, Wish a le soutien CNC, on a eu le soutien CNC avec lui, donc ça veut dire qu'un projet comme Wish a su convaincre le CNC de nous accompagner, et je pense que le CNC aussi a beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette tendance où on l'a compris avec Netflix, les gens sont de plus en plus intéressés par des contenus régionaux, là où avant, il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, ce qu'on appelait contenus régionaux était plutôt qualifié de contenus exotiques, et on n'avait pas l'impression qu'il y avait un public suffisamment fidèle et loyal pour ces œuvres-là.
et ça n'intéressait pas vraiment les gens de France hexagonale, ou très peu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a une espèce d'ouverture qui s'est faite grâce à Netflix, où on regarde des séries d'Afrique, de la Caraïbe, de Syrie, d'Inde, etc., de Corée du Sud, tout le cinéma qui s'est développé aussi dans tous ces pays-là, et du Brésil évidemment beaucoup. Voilà. Et pas que des telenovelas, mais des programmes vraiment beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus costauds en termes de scénario et en termes d'histoire racontée. Et vraiment, on est dans cette ère-là où les chaînes de télévision, Canal+, a parlé récemment avec Maxime Saada, qui a dit que lui, il était aussi pour une prise de pouvoir en partie de production de contenu dans les régions, que ce soit en Afrique ou en Outre-mer. Et il a d'ailleurs cité Wish en disant que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'est la première série de fiction qu'ils avaient financée de leur histoire en Outre-mer. Et donc il citait Wish pour dire que ça avait eu un très beau rayonnement régional et en France hexagonale. Donc on est vraiment dans ce vent où toutes les plateformes sont à la recherche de contenus qualitatifs régionaux. Et là encore, c'est une très belle opportunité pour nous, pour montrer les Antilles. Et puis nous, on est vraiment dans une branche où on souhaite montrer les Antilles sous leur plus beau jour. Oui, pas que la carte postale, mais... Pas que la carte postale, montrer vraiment la réalité de nos sociétés, la diversité, par exemple, dans toute la Guadeloupe ou la Martinique, etc. Mais on souhaite montrer aussi qui nous sommes, quelle est notre culture, et puis de montrer aussi qu'on a un pays qui a ses difficultés, mais qui a aussi ses beaux côtés. Et c'est vrai que pour ça, oui, c'est une série qui est, je pense, un espèce d'écrin sur tout ce qui peut se faire de qualitatif dans nos arts, que ce soit la musique ou les autres. C'est vrai. Alors justement, on arrive maintenant à parler de lui. Je suis désolée parce qu'on n'a pas encore intégré la discussion avec toi, mais on y arrive. Et bien sûr, c'est super de poser des questions. You're welcome. Tout doucement. Donc Wish, pourquoi tu as souhaité faire une série qui rassemble, c'est magnifique, mais qui rassemble du coup une centaine, 120 personnes à peu près, artistes, parce qu'à la base, c'est donc pas des acteurs, ce sont des chanteurs, musiciens, etc. Moi, je pensais tout de suite à Empire. Pardon, mais Empire, c'est une série qui est aussi dans l'univers de la musique. C'est un peu pour moi le Dallas, mais de l'industrie musicale. Et là, je me suis dit, mais ça me rappelle Empire, dans une autre forme, mais c'est pas si loin. Est-ce que tu as été inspiré d'ailleurs par ça? Alors, les deux grandes séries que je connais moi sur l'industrie musicale, c'est Empire et Validé en France. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'est deux séries je pense qu'il y en a sûrement d'autres, mais c'est deux séries qui parlent de l'industrie musicale antillaise. Effectivement, le choix a été fait de parler aussi de l'industrie musicale antillaise, parce que je trouvais que l'industrie musicale antillaise a une très très belle histoire, très très riche, et aussi qu'on a une diversité de musique qui est absolument incroyable. Là où Empire parle plutôt, on va dire, de la musique R&B ou de la musique un peu rap des États-Unis, qui est une très très grande industrie, là où Validé parle plutôt de la musique urbaine en France. Moi, je trouve intéressant de faire une série qui parle de la musique antillaise, parce que la musique antillaise est incroyablement variée. On a les musiques traditionnelles, qui sont nombreuses et variées, Biguine, Broca, Mazurka, Cabri, etc. On a le zouk, et on a la musique urbaine. Et moi, je trouve intéressant de faire une série intergénérationnelle et intergenre musicale qui parle de toutes ces musiques. Et pourquoi j'ai voulu faire cette série? Pour deux raisons. Parce que moi, j'ai grandi en Guadeloupe dans les années 80-90, et avec mes parents qui m'ont fait beaucoup connaître les musiques traditionnelles antillaises, parce que ma grand-mère est martiniquaise, mon grand-père est guadeloupéen. Ils sont plus là, mais j'avais aussi ces deux cultures. J'avais de la famille en Guyane aussi. J'ai eu accès en fait à toutes les musiques traditionnelles, à la fois de Guadeloupe, de Martinique et du Guyane. Donc on peut dire qu'il y a un véritable panel de musique traditionnelle. Je suis né l'année en 1979 de la création de Kassav. Donc forcément j'ai grandi avec l'émergence du zouk. Et puis l'émergence de la musique urbaine s'est faite avec que les gens de mon quartier. Grosso modo, 90% des chanteurs de musique urbaine, que ce soit Folkly, Admiralty, Stargy ou Dali, Darkman, etc., c'est des gens qui viennent soit d'Anquetil, soit du Rézé, soit de l'Orécisque,
soit du centre-ville de Pointe-à-Pitre, donc, tu t'avais plus qu'à aller chercher, quoi. Même Matas et Loricis. Même Matas et Loricis. Et tous ces artistes-là, c'est des artistes qui étaient au collège et au lycée avec nous. Ouais. Donc c'est pour la plupart des amis. Donc je pense qu'on était générationnellement, en tout cas moi et les gens de mon âge, au carrefour de toutes ces musiques. Donc je pense qu'on a eu cette chance-là, donc on a été bien placé pour faire une série sur l'industrie musicale antillaise qui parle de toutes les musiques antillaises. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai sorti en 2019 et début 2020 mon troisième film, mon troisième long métrage Secret de famille, il a eu vraiment un très très beau succès. Il a été stoppé par la Covid. J'ai pas pu le sortir en Guyane et en France hexagonale où on a déjà plusieurs copies, et à Abidjan aussi. Parce que je connais pas Secret de famille. Secret de famille, c'est un film qui est sorti en Guadeloupe et en Martinique qui pendant 20 semaines a eu un succès vraiment 20 incroyable. Semaines Et 20 semaines, et c'est un film qui a fait près de 20 000 entrées. Mais il faut le sortir. Voilà. En France, et oui. Il y a le Covid. Il était sur Canal+, et France Télévisions, mais là, je pense qu'ils vont probablement le racheter avec Wish qui arrive. Je pense qu'ils vont probablement... Ça me semble logique qu'ils rachètent les autres films. Qu'on puisse le voir. et vraiment, dans ce film-là, j'ai fait beaucoup de projections donc en Guadeloupe et en Antique dans les cinémas. Parce que les salles étaient complètes pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer mes idoles d'enfance, les chanteurs de tous bords musicaux, qui, à la fin des projections, venaient me dire écoutez, merci, j'ai apprécié le film. Quand est-ce que tu nous fais jouer dans un de tes prochains films ? Non, ok. Et à force d'entendre tous les artistes dont je suis fan, Harry Tiboula, Raf Tamar et Kali et plein d'autres en Martinique ou en Guadeloupe, tous ceux qui sont aujourd'hui dans Wish, je me suis dit, tiens, la seule façon de faire tous ces artistes que j'adore, mes idoles, jouer dans un film, c'est de faire une série musicale qui, dans l'industrie musicale, qui parle d'une famille antillaise, parce que moi j'ai souvent des films qui parlent des familles antillaises, mais avec les artistes qui joueraient leur propre rôle. Et là, je pourrais tous les mettre. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Wish. Et c'est comme ça qu'on a créé quelque part. Christian Laram avait créé un concept qui était vraiment assez passionnant. C'était ce qu'on appelle la memory fiction. Oui. C'est que lui, il faisait des films de fiction. Jaffa le pardon, on est... Exactement, Jaffa le pardon. Est un très bon exemple de ces films de memory fiction où il alliait quelque part référence historique, puisque Christian Lara n'était pas historien, donc son grand-père était l'un des plus grands historiens des Antilles, et donc il était dans cette culture d'historien, et fiction également. Et lui, il m'a dit, mais tu sais Julien, moi je fais de la memory fiction, et moi je pense que là, avec Wish, tu es en train de faire une fiction-réalité. Et effectivement, je trouve cette thématique assez intéressante, parce que nous, on souhaite aller au plus près de la description de ce que sont nos sociétés antillaises, et donc de l'actualité, parce qu'on a un cinéma contemporain. Et effectivement, avec Wish, on peut imaginer, si on a la chance de faire plusieurs saisons, qu'on va avoir tous les éléments de l'actualité des artistes qui se retrouveront dans chaque saison de Wish. On veut tout ça. Voilà. On veut tout ça. Donc, tu as réussi à rassembler tout ce beau monde. Comment s'est passée un peu la direction de ces artistes qui ne sont pas nécessairement acteurs, du coup? Oui. Bien sûr, ils font leur clip vidéo, et je crois que Thierry Cam le disait avant-hier, qu'ils ont cette habitude de faire des clips, mais c'est pas la même chose que de tourner un film. Par ailleurs, tu leur as créé des rôles adaptés à leur vie, mais j'imagine que tu as dû aussi faire attention aux égos. Enfin, ça m'intrigue en fait. Dans les 120 artistes, ils ne sont pas tous d'excellents comédiens. Mais pour moi, les exemples sont nombreux dans le monde. Il y a beaucoup d'artistes de musique qui sont d'excellents acteurs, que ce soit en France ou aux États-Unis. On a énormément de chanteurs. Will Smith, par exemple, qui était à la base un chanteur et puis qui s'est révélé être un exceptionnel acteur. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu, de cerner quelles seront les capacités des acteurs, et de ne pas les mettre dans des artistes, et de ne pas les mettre dans des situations difficiles. Oui. S'ils ont un petit peu de difficulté, on leur donne simplement leur rôle, ils doivent jouer leur rôle dans la vraie vie, en général ça passe. Okay. Et puis si on voit que certains ont vraiment des capacités d'acteurs, on complexifie leur rôle. C'est un petit peu à la carte. Moi je vais simplement dire que j'ai toujours eu beaucoup de chanteurs dans mes films, par exemple j'ai Darkman, Admiralty, Winnie Kaona dans Retour au pays, parce que j'ai toujours pensé que les acteurs, on voit par exemple que Dali et Admiralty ont joué dans le film Negmaron de Jean-Claude Barany, ils avaient les deux rôles principaux, et donc j'ai toujours pensé que
musiciens avaient l'habitude de la caméra par leurs clips, mais aussi qui se mettent en scène dans leurs concerts. C'est vrai. Et donc, ils ont des prédispositions à être déjà habitués au fait d'être filmés et que pour ça, ils avaient un peu d'avance par rapport aux autres. Donc voilà, donc c'est tout un travail un petit peu à la carte. On observe un peu, on discute énormément avec chaque artiste de Wish et puis on voit un petit peu dans quoi ils sont à l'aise, dans quoi ils ne le sont pas. Et puis on essaie de leur donner des rôles de plus ou moins complexes en fonction de leur capacité. C'est excellent, moi j'imagine que tu as dû voir effectivement chacun leur parler. Effectivement. Ouais, non, mais ok. J'aurais aimé voir ça en fait, le processus. Ça doit être très. Passer des soirées jusqu'à 2h du matin à discuter avec certains. Une anecdote. Non, ça a été. Je sais pas, je peux citer Jean-Michel Rotin, qui est moi l'une de mes idoles d'enfance. Ouais. Et avec Jean-Michel, quand on a commencé à faire ce projet-là, qu'il a rejoint Wish, Jean-Michel est quelqu'un de passionnant, qui a eu une grosse réflexion, il a vécu en Angleterre. Et comme vous le savez, il faisait du zouk, mais il était aussi dans une démarche très expérimentale avec un zouk très teinté d'R&B, etc. Et donc lui, il a eu beaucoup de réflexions sur l'industrie. Et donc il m'a beaucoup apporté, comme beaucoup d'autres artistes. Je peux citer Harry Diboula aussi, qui lui a un parcours un peu comme le mien, c'est-à-dire qu'il est chanteur, mais il a fait une école de commerce. Donc il réfléchit aussi beaucoup à la distribution, il est son propre producteur, son propre distributeur. Donc voilà, donc toute l'expérience de ces artistes qui sont des artistes mais qui ont aussi des fortes réflexions sur l'industrie ont alimenté aussi notre scénario. Et puis on a été vraiment dans une démarche collaborative, j'ai envie de dire, avec eux. Parce que finalement, l'industrie musicale, nous on peut faire une série sur l'industrie musicale parce qu'encore une fois on est fans des musiques antillaises et puis on connaît un petit peu des circuits de distribution. Moi j'avais appris ça à Sony un petit peu, mais finalement l'expérience c'est eux qui l'ont. Donc c'est eux aussi qui nous ont beaucoup abreuvés pour qu'on décrive un petit peu c'est quoi la série. Et pour revenir à ta question sur est-ce que Empire, est-ce que validé, je dirais que moi j'ai plutôt été influencé par une série que j'ai adorée qui s'appelle Greenleaf. Voilà. C'est sur les pasteurs, non? C'est sur l'industrie des pasteurs aux États-Unis. Et moi, j'ai plutôt été inspiré par Greenleaf, pour être tout à fait honnête, parce que moi, je voulais vraiment raconter l'histoire d'une industrie à travers une famille. Et donc, je crois que j'avais pas vu mon Empire et validé quand j'ai écrit Wish. Voilà, depuis j'ai vu, parce que je voulais pas être influencé sur mon écriture de scénario. Mais en revanche, je pense que j'ai été très inspiré par Greenleaf, parce que c'est déjà une série qui est produite par Oprah Winfrey, qui est l'une de celles que je préfère. Et c'est une série aussi pour moi où ils avaient réussi à la fois à expliquer quelles sont les problématiques familiales de ces familles noires américaines, et puis d'expliquer aussi comment le culturel peut influencer sur une industrie qui était l'industrie des églises et des pasteurs, ces grosses églises qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont un chiffre d'affaires énorme. Donc je trouvais que ça me rappelait un petit peu l'industrie musicale des Antilles qu'on a connue nous quand on était jeunes, avec les Debs, les Moradisques, les Liso, etc., qui ont donné toute cette génération d'artistes dorés, les Kassav et puis tous ceux qui sont dans Wish, qui ont été faire l'expansion dans les années 80-90 de la musique antillaise à l'international. Donc tu es consommateur de séries, évidemment, visiblement. Oui. Alors j'avais une autre question qui est partie. Mais alors Wish, c'est aussi bientôt une bande dessinée. Alors j'accélère, mais peut-être qu'on va revenir sur d'autres sujets, mais pour être sûr qu'on ait le temps de parler avec toi, Neil, puisque le temps tourne. Tourne. Tu es l'un des premiers, il me semble, à travailler sur une bande dessinée dédiée à une série. Si tu n'es pas le premier, n'hésite pas à nous dire si tu as des références. Mais je trouve cette collaboration, déjà tu parlais d'intergénérationnel dans la série, et tu le montres également en dehors de la série, à travers la série avec Neil. Comment vous êtes rencontrés et comment est partie cette aventure? Alors pour l'histoire, quand on s'est rencontrés, donc faut savoir que je venais de terminer mes études. Donc j'ai fait une grosse partie de mes études en Martinique et ensuite en Belgique. Et à la fin de mes études en Belgique, tout simplement, j'avais envie de revenir en Guadeloupe parce que je voulais vraiment apporter à la communauté et mettre mon talent au service
de la Guadeloupe, tout simplement. T'as étudié en Martinique alors? J'ai étudié en Martinique une bonne partie, ouais. C'est quoi que t'as étudié là-bas? Donc c'était du design graphique. Ok. Donc dans une école d'art, le campus caribéen des arts à Fort-de-France pour ceux qui connaissent. Hein. Il faut citer. Ouais, il faut citer. Il y en a qui connaissent. Ouais, il y en a qui sauront. Et voilà, ensuite il y avait une autre partie pour avoir le master qui était en Belgique. Enfin, on avait la possibilité de continuer là. Et comme je me suis dit, j'ai envie d'être plus proche du dessin, je savais qu'il y avait les beaux-arts. Donc je voulais faire un peu de dessin académique quand même. Il n'y avait pas ça directement en Martinique. Je me suis dit, je fais une petite partie en Belgique. Et bon, j'ai appris pas mal de choses. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'avais vraiment la volonté de mettre mon talent au service de la Guadeloupe. Donc je suis rentré et j'avais pas spécialement de plan. Moi, je suis rentré et je me suis dit, de toute façon, je sais que ça va se développer, même si tout le monde à chaque fois te dit mais ça va être compliqué de trouver, il n'y a rien en Guadeloupe. Ils disaient tout le temps ça. Je leur ai dit, ben, vous verrez, on verra. Hein, tout simplement. Et 10 jours après que je sois rentré, on m'envoie un podcast d'ailleurs comme celui-là où Julien Dalle parle. Donc je ne le connaissais pas encore, juste j'ai regardé le podcast et je vois qu'il y a un événement privé de Wish. Un concert privé. Voilà. Un concert privé, donc il y avait Jean-Michel Rotin, Liti Naïs, il y avait Jacques Darbo aussi et d'autres artistes. Et je me suis dit, je vais y aller et je vais discuter avec l'équipe. Bon, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, mais je me suis dit mais pourquoi tu voulais discuter avec l'équipe? Parce que, alors il faut savoir que moi je suis un gros passionné de dessin. Oui. Un gros passionné de dessin. Et quoi de mieux que de dessiner en racontant des histoires? Bien sûr. Donc naturellement, alors j'ai pas précisé, mais avant de revenir, je voulais apprendre à faire quand même de la bande dessinée. Et j'avais hésité quand même à aller vers Angoulême. Je me suis dit non, mais je vais pas refaire 2 ans de cursus. C'est pas grave, on va se débrouiller. Et j'aime aussi beaucoup le cinéma, faut savoir, gros consommateur de films d'animation, de cinéma. Moi j'aime le découpage des plans, je regarde des séries, je regarde, ok, ça c'est un plan moyen, je regarde tout le temps ça. Ok. Et donc j'avais vraiment envie de dessiner. Il y a une partie de moi qui avait aussi envie de dessiner, mais tu sais, par rapport au cinéma. Donc je savais pas exactement quel métier il y avait. Je connaissais le métier de storyboarder, le métier de les affichistes, en tout cas ceux qui font les couvertures. Mais bon, on fait plus forcément appel à des dessinateurs. Mais je savais qu'il y avait moyen de me glisser là-dedans. Surtout que j'avais étudié le design graphique. Donc voilà, je connaissais les bases, je connaissais plein de bases, voilà. Et quand je vois ça, série antillaise, je ne sais même pas encore c'était quoi exactement, hein, parce que je n'avais pas vu les épisodes pilotes, j'avais pas vu. Dès que j'ai reçu l'interview, je suis allé le lendemain, je crois, c'était. Voilà. Et quand j'arrive, 10 jours après que je revienne de Belgique, et quand j'arrive, comme par hasard, je tombe, parce qu'il y avait une sorte de petite salle d'attente avant l'événement, et je tombe sur Julien Dalle, donc qui arrive comme ça. Bon, on était un peu les premiers, et donc qui s'assoit. J'étais venu avec ma mère, carrément, c'est elle qui m'a dit qu'il y a cet événement, et on commence à discuter. Et très rapidement, donc tu vois que je fais des dessins. Les dessins, tu les as montrés. Voilà, j'ai montré. Sur place comme ça, tu dessinais quoi? Il m'a montré sur mon Instagram. Sur mon Instagram. Et j'avais fait en plus récemment, c'était quelques semaines avant, une sorte de belle couverture. Donc c'était une couverture d'Haïtiens, c'était par rapport à l'événement de l'indépendance, tout simplement. Et donc il y avait de la couleur, c'était beau, c'était graphique, et tu avais pu voir celle-là. Et donc, moi je lui apprends que je suis fan de bande dessinée aussi, parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Merci pour la petite. Et le dessin. Parce que c'est un énorme fan de bande dessinée, en fait il en a des milliers, il en a lu des milliers. Mais non. Autant que le cinéma, j'imagine. Dans mon bureau, il y a des meubles de BD dans mon bureau. Incroyable, ok, c'est bon à savoir. Voilà. Et donc on commence à discuter et il parle tout de suite du projet de la bande dessinée Wish. Donc je me dis, bon, je suis là, moi c'est exactement dans ma ligne, tu vois. Le cinéma, en fait. Il n'y a pas de hasard, donc je dis, let's go. Et très vite, d'ailleurs, pendant l'événement même, quand tu prends le micro, tu annonces qu'il y aura une bande dessinée de Wish. Donc là, je me suis dit, le gars, il est chaud. Déjà cette idée-là. Bien sûr, parce que tu es fan de bande dessinée. Et parce que j'ai tout de suite voulu que Wish ne soit pas qu'une série télévisée, mais que ce soit un album. Parce que les Américains le font, pourquoi on ne le ferait pas? Donc il y a le film, il y a les séries, mais il y a aussi des séries spin-off, il y a des bandes dessinées, il y a des ventes de produits dérivés, il y a des concerts, il y a un album de chansons.
Voilà. C'est donc, les études commerciales qui parlent. Ouais, c'est ça. Donc, Et ce qui est puissant avec ce projet de la bande dessinée, c'est que, évidemment, ça étend l'univers de Wish. En plus, on peut s'amuser parce que parfois, au cinéma, on est limité par, je sais pas moi, la météo, par les acteurs, par... Mais moi, je suis pas limité dans le dessin. Donc, en fait, on peut rajouter des personnages, on peut mettre d'autres plans. Un plan qui, je sais pas, qui coûte 200 000 à faire au cinéma, moi, je peux le faire assez facilement. Oui, donc, vrai. voilà, c'est ça. C'est une bonne... Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, au début, tu parlais de créer cette dynamique dans l'industrie du film, des séries aux Antilles. Mais avec la bande dessinée, c'est exactement la même chose qu'on va faire parce que l'idée, c'est... Il y a énormément de talents qui partent, qui ne travaillent pas sur des projets antillais, donc des dessinateurs. Mais là, montrer aux gens que, regardez, on peut faire une belle bande dessinée avec plein d'artistes. En fait, ça ouvre plein d'idées. En fait, il y a les paysages de la Guadeloupe, ensuite il y a des scénarios qu'on va pouvoir incorporer à l'intérieur. Ça va créer une dynamique, je pense, inspirée. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est trop bien la bande dessinée, moi aussi je fais un manga, regarde, je fais une bande dessinée. » Ils m'envoient sur Instagram. Donc, je vois quand même qu'il y en a qui commencent à faire des productions. C'est un modèle, en fait, ouais. tu inspires. Donc, c'est ça qui est bien, c'est d'inspirer des dessinateurs, parce que moi, forcément, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait au Japon, dans la BD franco-belge, mais s'il y avait une énorme industrie de la bande dessinée dans la Caraïbe, j'aurais tout lu. Bien forcément, sûr. j'aurais tout regardé. On a quelques afro-descendants qui font des bandes dessinées. D'ailleurs, le premier manga, tu dois connaître, tout de suite ça m'échappe, c'est le dernier des... Tu connais pas ce manga? Un des premiers mangas qui montre d'ailleurs un personnage... c'est un personnage qui est un... Enfin, moi j'ai vu passer un personnage d'un ancien samouraï noir. Oui, c'est ça. Qui a été Afro-samouraï, revisionné en BD. Moi, je suis tellement visuel que j'ai pas les noms, mais je visualise. On en parle en fait. Oui, on en parle. Je crois que c'est le même dont on parle. Mais bien évidemment... Je sais plus son nom de famille non plus. Oui, il y a plein de projets qui sont sortis, mais il n'y a pas une sorte d'énorme industrie, puisqu'avec la culture caribéenne, tu peux faire plein de choses. Bien sûr. Les Japonais, les Chinois, ils sortent, je sais pas combien, franchement, j'ai pas les chiffres, mais ils sortent énormément de mangas. Si on reprend juste One Piece, j'aime bien citer, mais c'est un gars qui a fait 110 tomes, 111 tomes actuellement. Et à l'intérieur, il y a 200 dessins. Enfin, je veux dire, c'est une industrie monstrueuse. Ouais. Et il peut y avoir les mêmes choses dans la Caraïbe parce qu'il y a énormément d'histoires à raconter, et notamment avec les artistes et la musique. Donc là, tu es en plein process de création de la bande dessinée. Moi, j'ai vu quelques images. Pour ceux qui ont suivi mon Insta, tant mieux. Sinon, c'est parti. Mais tu peux nous parler un petit peu du procédé créatif Alors, et ta liberté Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a travaillé différemment de ce qui se fait en général, parce que j'ai commencé la bande dessinée, tous les épisodes n'étaient pas encore tournés, donc j'avais pu commencer à faire des dessins. Mais après, j'ai pu aller sur le tournage. Donc là, c'est un exercice qui est différent. Bien, ça. Ouais, donc tu vas sur le tournage, donc déjà grosse. Ouais, tu vois, grosse, comment dire, en tout cas, il se passe grosse mécanique. Ouais. Donc, tu vois, j'ai jamais été sur un vrai setup. Tu vois, parfois, tu as les images sur YouTube, tu vois un petit peu comment ça se passe. Mais là, non, tu as l'équipe lumière, ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. Tu as l'équipe son, ils sont concentrés. Il y a le gars qui regarde le soleil. Là, on a une percée. Ok, tout le monde, ça tourne. C'était une belle énergie. Et moi, je pouvais être là et prendre des photos, références, pour avoir d'autres plans que ce qui va être dans la série, et demander aussi aux acteurs est-ce que tu peux me montrer tes bijoux un petit peu pour voir qu'est-ce que tu portes, c'est quoi le style de ton personnage. Donc il y a des plans qui sont dans la bande dessinée qui sont comme ça, des images que j'ai pu récupérer, ou bien des choses que j'ai pu regarder par rapport au look des personnages. C'est presque de la réalisation, mais dans ton imaginaire que tu retranscris. C'est fou, hein. Oui, il y a une partie très créative parce qu'on est parti, enfin Nili est parti beaucoup des images de Wish, mais comme il le disait tout à l'heure, c'est un véritable travail de réinterprétation, de créativité. Là par exemple, il y avait des scènes, aujourd'hui on travaillait encore ensemble, puisqu'on est ensemble cette semaine, donc on peut bien bosser sur la finalisation de la bande dessinée. Et puis il y a des scènes par exemple avec l'avocate dans Wish, mais on n'a pas de plans, ce qu'on appelle d'esta, c'est-à-dire des plans qui montrent là où est l'avocate quand elle rencontre l'actrice principale. Et là, on s'est dit, tiens, on va prendre le tribunal de Pointe-à-Pitre et on va faire l'ESTA du tribunal de Pointe-à-Pitre. Alors, ça n'a pas pu être fait pour des questions financières, parce qu'il aurait fallu que les clips se
déplace juste pour faire un ESTA du tribunal de Pointe-à-Pitre, qui est bien sûr pas l'endroit où on tournait, eh bien, on n'a pas pu le faire dans Wish, donc il n'y a pas ce plan de mise en situation, mais en revanche, on peut le faire dans la bande dessinée, et du coup, ça nous donne l'opportunité aussi de montrer cette façade du nouveau tribunal de Pointe-à-Pitre, qui est un bâtiment absolument merveilleux en termes d'architecture, et que Neil pourra mettre. Donc ça donne l'occasion aussi de montrer des lieux, de diversifier les lieux de la Guadeloupe qu'on montre dans la bande dessinée, qu'on n'a malheureusement parfois pas pu montrer dans Wish, mais qu'on pourra montrer dans la bande dessinée. Franchement, c'est une idée incroyable, je trouve ça génial. On a encore quelques minutes si tu veux rajouter. Tu me parlais simplement du process de création. Là, ce qui est intéressant, pour le premier tome, comme j'ai dit, j'ai commencé à le créer pendant le tournage. Mais là, pour la suite, on a vraiment un gros travail de coopération qu'on peut faire sur la direction artistique. Donc que ce soit, ça peut être plein de choses, ça peut être la colorimétrie, parfois on revoit un peu le caractère design, donc à quoi ressemblent les personnages. C'est vrai que tu peux t'adapter comme tu veux, mais donc tu retravailleras aussi l'ensemble de ce que tu as déjà bossé. Il y a certaines choses, j'ajuste, parce qu'on a aussi d'autres idées en plus. C'est vraiment super intéressant parce qu'en plus, comme on est là dans une semaine de communication, je rencontre les acteurs. Donc moi je les ai dessinés, je ne les connaissais pas tous. Certains je les connaissais comme Mata, je l'avais déjà vu, on se connaissait, mais d'autres non. Et ils me font des suggestions sur mais moi j'aime trop être comme ça. Je me dis pendant qu'on est dans la fabrication, moi je peux le faire. C'est un travail de coopération, c'est la vibration de tout le monde. Donc voilà, je vois Thierry Cam qui me dit mais moi cette montre, si je peux le faire, let's go. Voilà. Donc il y a toute cette partie. C'est vraiment intéressant de travailler comme ça, parce que moi, je vais interviewer, je dis, ok, ton personnage, je peux même poser des questions pour un petit peu mieux cerner l'état d'esprit du comédien par rapport à ses expressions. Si je prends un exemple, Féline qui me dit, mais moi souvent, je fais ça avec mes sourcils. Bon, je ne sais pas le faire, mais comme Dwayne Johnson, le truc de Dwayne Johnson là. Et je me dis, let's go, je peux le mettre. C'est un petit détail, je le rajoute, c'est son personnage qui fait ça. Donc voilà. Il y a plein de choses comme ça. J'adore. Firmin, elle appréciait pas trop d'avoir son verre à la main. D'avoir le verre. Non, mais c'est sur la peinture. Sur la peinture. Sur la peinture. Parce qu'il y a la bande dessinée, mais il y a aussi les un portraitiste. Oui. Dont j'ai pas retenu le nom du portraitiste. Alors, c'est Jean-Loup Autenin-Girard, qui est un portraitiste nationalement connu, et qui effectivement, avec l'accord de Neil, va faire les couvertures des bandes dessinées, parce qu'il a un style beaucoup plus à la peinture et à la gouache entre guillemets, mais on s'est dit que ça pourrait donner quelque chose de très beau en couverture. Et puis Jean-Loup aussi est venu sur le tournage aussi faire des portraits de tout le tournage pendant le tournage de Wish. Et on va faire une exposition en octobre où il y aura à la fois les photos du photographe qui est venu spécialement sur le tournage de Wish pour faire des photos de tournage. Donc ça va être exposé à côté de planches de bande dessinée de Neil et à côté des portraits de Jean-Loup Autenin-Girard. Donc pour l'instant, c'est prévu en Guadeloupe en octobre et on espère là aussi que cette grande exposition Wish va être faite en Martinique, en Guyane et en France hexagonale aussi, en Île-de-France. On espère aussi venir à Paris pour montrer ce beau travail. Et en octobre, lors de cette exposition, on va aussi faire le lancement des 2 premiers tomes de la bande dessinée de Wish. Et on peut vous annoncer en scoop qu'il y aura les tomes 3 et 4. Donc c'est la revisite totale de la saison 1 de Wish très librement, comme il l'expliquait. Et en fait, les 4 tomes de Wish seront disponibles entre début et fin octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tout le monde, vous pouvez déjà précommander, même en France hexagonale, les bandes dessinées. Et donc, elles seront disponibles très bientôt. Voilà. Bon, on a déjà bientôt... oui. Mais vous pouvez justement aller checker le réseau de Wish, wish.caribbean sur Instagram pour tout ce qui est précommande et pour avoir toutes les infos par rapport aux événements qui arrivent. Et aussi l'Instagram de Neil, pour voir tout ce que Neil fait. C'est Neil.studio1 et vous allez trouver. Et Neil, c'est Neal.studio1. Voilà. Et c'est studio au singulier, hein?
Studio singulier. Ouais. Par contre, toi, quand on essaie de te taguer, c'est impossible. Hein. Ah bon? Moi, c'est Julien Dalle officiel 97. Mais tu existes bien. Voilà. Et puis, vraiment, on est effectivement ici à Paris cette semaine. On a fait l'avant-première. On est vraiment là pour le lancement. Donc, pour dire que la série Wish est enfin, après tous ceux qui disaient oui, on n'a pas Canal+, comment on fait ça... Elle est enfin disponible gratuitement. Donc, à l'heure où on parle, vous n'avez simplement qu'à faire une chose, c'est à télécharger l'application France Télévisions, celle que vous connaissez pour les Jeux Olympiques, Roland-Garros, ou même sur votre téléphone. Voilà. Vous la téléchargez, vous inscrivez votre compte comme d'habitude, et puis vous tapez Wish dans France Télévisions, donc ça rejoint les chaînes France 2, France 3, mais aussi les Outre-mer, les chaînes d'Outre-mer. Vous tapez simplement Wish et vous accédez à la série et vous pourrez voir les 10 épisodes de la série gratuitement. Donc on invite vraiment tout le monde à la fois précommander la bande dessinée, mais aussi à regarder intégralement la série et à nous rejoindre dans cette aventure qu'on construit ensemble et qui n'est que le début finalement. Voilà. Et il y a aussi toute la partie produits dérivés que les gens peuvent commander directement s'ils sont sur Paris par exemple. Oui. Donc moi j'ai vu des t-shirts que vous portez. Ah oui. Voilà. On a deux différents d'ailleurs. Oui, absolument. Donc t-shirt Wish, casquette, tote bag. Il y aura bien sûr les bandes dessinées, des magnettes. Donc, et tout ça, on a un système avec la Poste où quel que soit l'endroit où vous êtes en France hexagonale, on peut vous livrer les bandes dessinées avec un très très léger coût d'envoi, mais voilà, donc on a vraiment développé un système d'envoi sur toute la France hexagonale et même l'Afrique, notamment Abidjan. Donc voilà, on est vraiment dans un processus où on essaie aussi avec Wish, avec Neil aussi, avec la bande dessinée, de faire de l'intergénérationnel, de rassembler les talents, parce que Neil est un dessinateur de grand talent, mais on essaie aussi de créer des ponts entre nous. Et nous, on est la diaspora africaine, afro-caribéenne, mais pas que, et on est les afro. Nous sommes des afro-descendants, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, on est tous afro-descendants. Et donc, ces afro-descendants qui soient basés aux Antilles, dans les Outre-mer, ou en France hexagonale, ou en Afrique francophone, on espère qu'avec notamment des projets comme Wish, on va réussir à créer des ponts entre nous. Et c'est intéressant parce que Wish est diffusé en Outre-mer, en France hexagonale et dans 23 pays d'Afrique francophones déjà. Et on espère qu'en plus de la série, on va pouvoir faire des concerts Wish dans tous ces pays d'Afrique, en Ile-de-France, dans toutes les Antilles, avoir les bandes dessinées qui soient dans tous les endroits de vente dans tous ces pays-là, et vraiment avoir un projet complètement fédérateur qui va durer dans le temps et dans les années à venir. Oui, parce que vous avez, je finis là-dessus, mais vous avez quand même une maison d'édition musicale en fait. Oui, je suis c'est pas étonnant. Donc on passe de la fiction à la réalité. Oui. C'est absolument... c'est vrai. C'est exceptionnel. Non, mais ce projet est unique pour plein de raisons. On doit malheureusement bientôt arrêter ce podcast. Je suis tellement déçue, j'ai tellement d'autres questions. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir. Et même avec l'équipe, j'avais pensé à Thierry Cam, que j'ai contacté aussi et puis d'autres, Mehdi et Féline, pardon. Mais d'autres acteurs, artistes, parce que j'aimerais vraiment avoir un peu plus de compréhension sur leur perception aussi de tourner dans cette série. Et d'ici là, vous aurez aussi avancé pas mal de choses. Mais on est très heureux vraiment de vous avoir reçu à Ajuka. Merci encore et très bonne continuation pour la promo parce que je sais que vous êtes très très chargé, donc merci du fond du cœur, vraiment. Merci à grand plaisir. Et puis on invite tout ton public à nous rejoindre parce que tu as une association de jeunes audiovisuels. Il y a énormément de gens qui nous appellent, qui nous disent comment est-ce que je peux participer à Wish, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, moi je peux participer, moi je peux aider à faire grandir le mouvement. Et donc tout le monde est le bienvenu parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début on était quelques-uns dans cette aventure. Aujourd'hui on est plus de 400 à avoir fait le tournage de Wish, on est plus de 600 à travailler aujourd'hui sur une partie, l'événementiel ou autre de Wish. Et donc, il faut vraiment savoir que c'est un mouvement qui ne demande qu'à grandir. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre et être acteurs du développement de ce projet. Merci, tu nous motives énormément. Enfin, je parle pour moi, mais vraiment, je pense pour la jeunesse de façon générale. Joanie, c'est impressionnant ce que tu vas nous produire. Je suis vraiment émerveillée par ça. Les idées,
autour du projet et le projet lui-même sont absolument incroyables. Vraiment. Là, on est déjà aux États-Unis, mindset quoi. Enfin, Ouais. c'est quelque chose qui est vraiment pour moi inédit. Je ne sais pas si ça existe en France ce que vous faites. Je crois n'ai pas. pas beaucoup vu en fait. Mais bravo. C'est Et là, pas très français. on va me dire il faut y aller. Ok. Donc, Merci on va à arrêter toi. ce Merci podcast. beaucoup. Merci également. À très très vite. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. Bien joué, les gars. C'est vachement bien.